Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous du jeudi. Comme à l'habitude, on va faire le point sur la situation de la COVID-19, oui, en Abitibi-Témiscamingue. 23 cas actifs au bilan en ce moment. Une hospitalisation dans ce bilan-là. Un nouveau cas en Abitibi-Ouest dans les dernières heures. Au bilan, là, ça a l'air de ça. Abitibi-Ouest, 13 cas actifs. Rouyn-Noranda, 6 et les autres sont répartis dans les MRC Vallée-de-l'Or et Abitibi. Donc, le CISAT qui fera le point dans les prochaines minutes sur la situation épidémiologique à quelques jours de la rentrée qui approche et également la campagne de vaccination, l'avancement de cette campagne de vaccination. On sait que dans les prochains jours, il y aura plusieurs espaces de vaccination mobiles qui seront mis en place et ça débute. Mon nom est Sarah Charbonneau. Ça me fait plaisir de vous accueillir à ce point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 19 août. Aujourd'hui, 4 porte-paroles sont présentes pour présenter un bilan de la campagne de vaccination COVID ainsi que le bilan de la situation épidémiologique en région. Les porte-paroles du jour sont Mme Caroline Roy, PDG, Mme Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de la santé publique, ainsi que Dr Omobola Sobanjo, médecin conseil en santé publique. Madame Roy, je vous laisse dès maintenant la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Toujours un plaisir, ces rencontres que nous avons avec la population, avec les médias. Donc, pour aujourd'hui, certains messages, certaines informations complémentaires. Premièrement, je vais répéter le message que j'ai donné la semaine dernière. La pandémie n'est pas finie. Puis, je pense que c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qui va guider nos actions pour les prochaines semaines, autant au niveau des actions liées à la vaccination, les différentes mesures aussi que la santé publique va entreprendre. Puis, on le sait que le gouvernement Legault également envisage ou va entreprendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, rappel des mesures en vigueur, puis j'invite l'ensemble de la population là, à être rigoureux, puis à s'assurer de toujours respecter les mesures qui sont en vigueur, que ce soit dans les rassemblements privés, les différents rassemblements publics également. On sait qu'il y a certains mouvements, certains membres de la population qui peuvent s'y opposer, mais j'invite la population vraiment à respecter les mesures. C'est pour nous qu'on le fait, c'est pour contrôler la situation, particulièrement pour notre région. Et vous le savez, pour protéger notre population, pour vous protéger, mais également éviter de créer une grande vulnérabilité supplémentaire à celle que nous avons déjà au sein de notre réseau de la santé et services sociaux. C'est connu de tous, on a un grand enjeu de main-d'œuvre actuellement, donc une précarité qui pourrait s'accentuer à partir du moment où on aurait à hospitaliser ou prendre soin de gens qui vont contracter la COVID. Également, dans un contexte où le variant Delta est connu, éventuellement deviendra fort probablement prédominant au sein de la population dans les personnes qui sont affectées, avec aussi une connaissance de ce variant-là qui est plus contagieux, qui crée plus de complications et donc éventuellement plus d'hospitalisation pour les gens qui le contractent. Donc, maintenant, vaccination obligatoire pour les travailleurs du milieu de la santé. Nouvelle mesure qui est annoncée avec des délais d'application à confirmer, fort probablement pour septembre et vaccination complète adéquate qui sera attendue pour octobre, mais les modalités sont vraiment à convenir. Vous le savez, commission parlementaire qui est à venir là, fort probablement au courant de la semaine prochaine concernant cette modalité qui est souhaitée au niveau du gouvernement et qu'on va devoir appliquer pour la vaccination obligatoire des travailleurs du milieu de la santé, tant public que privé. Je trouve important aujourd'hui de vous donner les taux de vaccination de nos travailleurs de la santé pour le secteur public, donc pour notre organisation au sein du réseau public de la santé et services sociaux en Abitibi-Témiscamingue. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, les travailleurs de la santé du réseau public qui ont reçu une première dose, c'est 92 %. Donc, c'est un très bon taux. Si on compare au Québec, 91 %. Les travailleurs de la santé du réseau public adéquatement vaccinés, c'est vraiment 86 %, donc ils auront à compléter leur deuxième dose. Comparativement au Québec, 85 %, donc on se positionne favorablement et de façon très comparable au reste du Québec. Puis évidemment, on va tout mettre en œuvre là, pour compléter cette vaccination et répondre à l'obligation qui sera attendue. Maintenant, concernant le passeport vaccinal, donc dans les prochains jours, on le sait, on aura les différentes modalités d'application. Les commerçants également vont pouvoir bénéficier d'un soutien dans l'application de l'Organisation de la santé publique. Là. Donc, on va s'assurer de bien communiquer l'information, de vous revenir ici en point de presse également pour s'assurer que c'est bien compris de tous. Puis, je tenais à rappeler le sens parce qu'il y a beaucoup de questions sur le passeport vaccinal, puis beaucoup de préoccupations et d'enjeux qui nous sont nommés et c'est tout à fait normal. Donc, rappelons-nous
que le passeport vaccinal, son objectif, c'est de limiter la transmission du virus au sein de la population. Et donc, plutôt que de fermer des milieux où les gens ont beaucoup de contacts, où l'achalandage est très important, donc c'est les 2 catégories qui sont visées par le passeport vaccinal, bien, c'est de permettre aux gens qui sont adéquatement vaccinés d'y avoir accès plutôt que de fermer ces lieux-là. Fait que c'est réellement dans un objectif de limiter la transmission, d'éviter de fermer ces lieux, puis de permettre aux gens adéquatement vaccinés de pouvoir y avoir accès. On se rappelle que c'est des services non essentiels, puis qu'actuellement, là, les activités de commerce de détail ne sont pas visées par le passeport vaccinal. La mise en application sera effectivement le 1er septembre. Il y a des tests qui ont été réalisés ailleurs en province. Au niveau des modalités concrètes, on va les connaître. La liste également des endroits visés pour notre région sera communiquée. Puis, on se rappelle que c'est la lecture du code QR associé à la preuve vaccinale qui constitue le passeport vaccinal au Québec. Donc, encore une fois, j'invite toute la population à aller chercher ce code QR. Vous y avez accès sur le portail avec Clic Santé. Vous pouvez également nous appeler. Puis, la preuve papier que vous avez reçue lors de votre vaccination, si vous l'avez avec vous, est aussi là, adéquate à titre de passeport vaccinal. Donc, je le rappelle, 1er septembre, allez télécharger votre code QR, puis les modalités vont suivre. Et sur ce, je vais laisser mes collègues compléter d'autres messages. Merci, Mme Charbonneau. Merci beaucoup. Mme Châteauvert, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en continuité de la semaine dernière, nous sommes toujours à devancer les 2e doses des gens qui ont leur vaccination en septembre. Il nous reste actuellement 627 personnes à rejoindre, ce qui est très bon. Je fais un rappel vraiment important pour les étudiants, les élèves du primaire secondaire, bien sûr les élèves qui ont 12 ans, à aller se faire vacciner avant la rentrée. L'objectif étant de limiter les éclosions lors de la rentrée scolaire. Donc, il est toujours mieux là, que ce soit fait avant la rentrée. Donc, je rappelle aussi, pour avoir accès à la vaccination, on a des cliniques à plusieurs jours par semaine dans chacun de nos sites. À chaque fois que nous avons une clinique de vaccination, nous offrons toujours du sans rendez-vous pour le Pfizer et le Moderna pour la 1e ou la 2e dose. Donc, on vous invite là, à vérifier les horaires, soit sur notre site Internet, sur la page Facebook ou tout simplement à l'entrée de la vaccination, l'horaire est affiché sur la porte. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous en allant sur Clic Santé ou en appelant à la centrale téléphonique au 1-877-644-4545. Je rappelle que pour les gens qui ont changé d'idée, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et toutes les jeunes qui viennent d'avoir 12 ans aussi peuvent prendre rendez-vous. Donc, maintenant, je vous présenterai les vaccinations mobiles que nous avons sur le territoire dans les prochains jours. Donc, on y va pour Amos. Nous avons Inscripto Loisirs qui se passe demain et samedi. Rouyn-Noranda, la semaine prochaine, nous serons à la Beauce Carnaval le 26 août. Nous sommes en fin de semaine au Festival Aricana de Vassan samedi, à la Fierté Val-d'Or au Parc Albert-Dumais à Val-d'Or samedi aussi. Et la semaine prochaine, jeudi le 26, nous serons en entreprise chez Ecom et dans le fond, l'invitation est aussi pour tous là, qui seront à proximité de ce site. Nous avons aussi Notre-Dame-du-Nord. Nous sommes cet après-midi, dès maintenant, de 15h à 19h, à la salle El Rodeo. Et nous y serons toujours aussi au même endroit le 25 août. Et nous serons au CLSC de la Force le 26 août. Donc, voici les cliniques mobiles. Je tiens à préciser aussi que nous avons des cliniques mobiles dans les campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, comme vous voyez, on en a au campus de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et d'Amos. Donc, c'est aussi publicisé pour que vous puissiez en profiter. Merci, ça fait plaisir. Merci, Dr. Landry. Je vous laisse poursuivre. Oui, bonjour à tous. Merci Caroline, merci Katia. On pourrait débuter, Sarah, par le bilan de la vaccination. Par rapport à la semaine dernière, s'est ajouté près de 6 000 doses supplémentaires au bilan, ce qui est excellent, ce qui porte à la population éligible 12 ans et plus. On sait que en bas de ces âges-là, le vaccin n'est pas encore homologué. Alors, ce qui porte pour une 2e dose, là, on a fait un bond de 5 %. On est passé de 70 à 75 %, ce qui est excellent.
Et comme vous pouvez voir, si on prend la population totale, on est à 72,2 pour une première dose et 63,9 pour une deuxième dose. Au niveau des territoires des MRC, il y a eu un gain de 1 par rapport à la semaine dernière dans le territoire du Témiscamingue, de 65 à 66, et de la BTB-Ouest, qui est passé de 71 à 72. Il n'y a pas de modification pour ces territoires-là. Les autres territoires, je veux dire. Maintenant, si on regarde par les strates d'âge, population éligible, le plus haut bond en pourcentage se trouve au niveau des 12 à 17 ans pour la deuxième dose. On est passé de 49 la semaine dernière à 60,7, ce qui fait un gain de 12 pour la deuxième dose, suivi des 18 à 29 ans, de 52 à 57 donc un gain de 5 et un peu moins des 30 à 49 ans, on est passé de 65 à 68,7 ça, c'est toujours le jaune du petit rond, donc un gain de 3,7 Maintenant, je rappelle bien que la situation épidémiologique s'est améliorée cette semaine en Abitibi. Je réitère les propos de ma collègue directrice de la campagne de vaccination, Mme Châteauval, l'importance pour les jeunes d'aller se faire vacciner avant la rentrée scolaire. Donc, la semaine prochaine, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. On le sait, le vaccin est très efficace pour prévenir les complications graves, au moins 90 et même le ministre Dubé, cette semaine, au point de presse, s'est servi des statistiques de l'Institut national de santé publique. Il a comparé deux périodes du 1er juillet au 12 août 2020 et la période 2021. Bien que 11 plus de cas maintenant au Québec, il y a 64 moins d'hospitalisation et 87 moins de décès, ce qui prouve que le vaccin est vraiment efficace. Et comme mentionné aussi lors de cette même point de presse-là, notre patron national, Dr. Arruda, a mentionné que la nouvelle cible vaccinale, là, au-delà de 90 et même 95 Alors, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore fait vacciner de le faire. Alors, je vous remercie. Merci. Pour compléter, Dr. Sabanjo, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Pour la situation épidémiologique, heureusement, cette semaine s'annonce mieux que la semaine précédente. Dans les derniers 7 jours, c'est 11 nouveaux cas qui ont été confirmés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue contre 27 cas dans la semaine précédente. Donc, nous remarquons une baisse de plus de 50% dans les derniers 7 jours. Également, dans les dernières 24 heures, c'est un seul nouveau cas qui a été confirmé. De plus, nous n'avons aucune personne hospitalisée en lien avec la COVID-19. Aussi, dans les derniers 7 jours, nous n'avons pas eu de nouvelles éclosions confirmées et les éclosions en cours sont stables, c'est-à-dire nous n'avons pas eu de nouveaux cas associés dans les derniers jours et plusieurs personnes qui ont été placées en isolement préventif ont pu terminer leur isolement hier et même aujourd'hui. Donc, la situation est actuellement stable dans notre région et c'est le bon moment de privilégier de cette stabilité, d'augmenter nos taux de couverture vaccinale parce que nous savons que c'est ça qui va nous aider à diminuer les impacts sur l'hospitalisation. Aussi, c'est une opportunité de se rappeler à tout le monde de respecter les consignes sanitaires, c'est-à-dire le port de masque et la distanciation. Même si nous sommes vaccinés, lorsqu'on est dans une place où il y a plusieurs personnes, lorsqu'on est dans des festivals ou des endroits avec un achalandage, c'est d'autant plus important de porter nos masques et de garder nos distances et de faire preuve de vigilance parce que même les personnes qui ont eu le dose peuvent transmettre la COVID. Donc, si nous faisons tous nos pas, nous allons pouvoir garder la stabilité épidémiologique. Dernier élément, c'est que dans la dernière semaine, nous avons constaté une augmentation des proportions des cas présomptifs de variant Delta. Donc, avant, nous avons qu'une personne pour laquelle nous avons une confirmation et en tout, 7% de nos cas ont été présomptivement liés au variant Delta. Cette semaine, nous sommes rendus à 17% de nos cas qui sont liés
au variant Delta. Donc, nous devons faire preuve de vigilance et la santé publique va continuer à surveiller et d'agir rapidement pour diminuer ou limiter, freiner la transmission de ce variant dans notre région. Merci beaucoup. Je demande disponible pour répondre à vos questions. Merci. La parole est maintenant aux représentants des médias. La première question provient de M. François Munger, Médiaté. Oui, on sentait beaucoup d'optimisme avant la pause estivale. Au retour de cet été-là, on voit dans les points de presse au national qu'il y a moins d'optimisme. On retombe dans cette quatrième vague. En ce moment, 92% première dose, 86% deuxième dose, des gens qui peuvent être vaccinés. Moins d'hospitalisation, moins de décès. Elle est où la sortie de crise? Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, les données de 91% et les 86%, c'est que pour les travailleurs de la santé, ce n'est pas nécessairement pour la population générale. Tout de même, vous avez raison que oui, il y a moins d'optimisme. Pourquoi? Parce qu'au cours de la période estivale, nous avons constaté une augmentation plus rapide que projetée de variant Delta, ce qui fait en sorte que le nombre de cas que nous avons actuellement sont beaucoup plus que nous avons eu aux mêmes périodes l'année dernière. Je pourrais vous confirmer qu'en Abitibi-Témiscamingue, aux mêmes périodes l'année dernière, nous avons que peut-être 3-5 cas, alors que déjà dans un mois, depuis le début août, on a plus, depuis fin juillet, on a 42 cas qui ont été confirmés en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on n'est pas dans le même optique que nous étions l'année dernière. C'est pour ça que nous sommes rendus compte qu'il faut augmenter la vitesse de la vaccination et il faut continuer à garder les mesures en place parce qu'on ne peut pas se fier que sur le fait que oui, il y a des gens qui sont vaccinés. On voit dans les autres juridictions, les gens vaccinés transmettent quand même assez fréquemment le virus, dans la même manière que ceux qui ne sont pas vaccinés. La seule différence, pour l'instant, c'est le taux de maladies sévères. Donc, les personnes qui ont eu le 2 doses sont moins malades. Mais lorsqu'on a des populations qui ne sont pas vaccinées, ça ne va pas être long. Si la transmission se poursuit librement dans notre région, ça ne va pas être long avant d'avoir plus de gens qui vont être hospitalisés parce que les personnes non vaccinées vont attraper la maladie et ils vont être susceptibles de faire des complications. C'est pour ça que c'est important de faire deux choses. Augmenter les taux de vaccination, c'est-à-dire il y aura moins de monde qui vont être susceptibles de faire les maladies graves, mais également garder des mesures pour limiter la transmission autour de nous. Je comprends donc qu'on n'entrevoit pas de sortie de crise à court terme. Pas dans les prochains mois, non, mais on peut mitiger beaucoup. On peut avoir, c'est-à-dire on peut ne pas se rendre jusqu'à où on était pour les périodes de fête, c'est-à-dire que tout le Québec était rouge. On peut éviter d'aller jusque-là, mais on n'est pas encore sorti. Merci. Prochaine question, Mme Émilie Baudouin-Blais, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma première question, ce serait pour Mme Roy en lien avec la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. On parle beaucoup déjà de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous craignez des départs en Abitibi-Témiscamingue au sein des travailleurs de la santé? Oui, en fait, présentement, on est en train de compléter l'analyse sur les travailleurs de la santé qui correspondent aux modalités là, qui ont déjà été communiquées par le ministre Dubé, le gouvernement Legault, c'est-à-dire les travailleurs qui sont en contact rapproché pendant plus de 15 minutes. On est capable, là, avec les fonctions actuelles dans l'organisation, de mesurer l'impact que cela aurait et combien de travailleurs cela représente, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés, qui correspondent à ces critères. Je n'anticipe pas de départ de l'organisation. En fait, là, il y a toujours une possibilité de réaffectation ou d'autres modalités qui vont permettre d'utiliser de façon efficiente les travailleurs au sein de notre organisation. Et c'est la très grande majorité de ces catégories de travailleurs qui sont vaccinés actuellement. Je pourrais vous donner plus de précision là, avec l'évolution des taux et des modalités connues dans les prochaines semaines. Vous aviez une deuxième question, Mme Blais? Oui, effectivement, ce serait pour Mme Chateauvert. Vous invitez les étudiants, les élèves à se faire vacciner avant la rentrée scolaire. Je voulais savoir si vous tenez des données
sur les taux de vaccination dans les cégeps et les universités. Je fais référence à un texte de mes collègues d'ici Côte-Nord qui nous indiquait que seulement 62 des étudiants du cégep de Baie-Comeau étaient pleinement vaccinés. Est-ce que vous avez ce type de données pour nous dans la région? Oui, effectivement, nous avons ces données. En fait, on pourrait vous les acheminer là, sans problème là, suite à le point de presse, là, mais notre taux quand même est très positif en Abitibi-Témiscamingue. Là, des étudiants complètement vaccinés, c'est-à-dire avec 2 doses. On est actuellement à 77,3 pour le cégep. Et pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, on est à 79 pour les 2 doses. Fait que c'est très positif là, comme données, mais on pourrait vous acheminer le tout là, sans problème. Merci, Madame Lily Mercure, RNC. Oui, bonjour. Ma question est probablement pour la docteure Sobanjo. En fait, on entend parler de plus en plus là, du variant Delta et puis ses répercussions là, sur les enfants, notamment en Floride puis dans le sud des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose, vu que les enfants ne sont pas vaccinés, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé, qui vous inquiète, vous parlez de la rentrée scolaire, vous invitez les gens à se faire vacciner? Est-ce que vous avez pensé à ça? Bonjour, merci beaucoup pour votre question. Oui, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres endroits. Une chose pour laquelle nous, on est moins préoccupés, c'est parce que déjà, avec le premier taux de vaccination, ceux qui ont reçu leur dose en Abitibi-Témiscamingue, nos 12 à 17 ans, nous avons un taux de plus de 80 %. Donc, je pense que c'est 83-84 %. Donc, déjà, on voit que le taux de couverture vaccinale chez nous est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit en Floride et certains États des États-Unis. Donc, ça va nous aider. Deuxième élément, c'est bien que si on voit plus que les gens sont vaccinés, plus que les plus jeunes sont protégés. À l'heure actuelle, nos jeunes enfants qui ont eu la COVID dans la région, la majorité n'ont pas été malades. Depuis le début de la pandémie, nous n'avons eu aucun enfant qui a été hospitalisé. C'est une bonne chose, mais on ne veut pas que ça change. C'est pour ça qu'on continue à rappeler que la meilleure manière de protéger les plus jeunes qui ne peuvent pas encore être vaccinés, c'est de vacciner le monde autour d'eux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça va être de continuer à garder des mesures. C'est pour ça qu'il y aura certaines mesures qui vont être mises encore dans les écoles, surtout en contexte de transmission. Donc, dès qu'on commence à voir qu'il y a plus de transmission, il se peut qu'il y aura d'autres mesures qui vont être mises en place. Mais tout va être fait pour protéger les plus jeunes parce qu'on ne veut pas qu'ils se rendent malades. On ne veut pas arriver à avoir hospitalisé les plus jeunes chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Prochaine question, M. Philippe Doherty, CKVM. Oui, question adressée à Mme Sobanjo. On parlait tantôt de la présence de cas allégués ou en lien avec le variant Delta. On exprimait le tout en pourcentage. Est-ce qu'on a des chiffres précis quant au nombre de cas de variant Delta qu'on a eu en région jusqu'à maintenant? Donc, oui, merci pour votre question. Je l'avais exprimé en chiffres, mais tout à fait. Nous avons un cas qui a été confirmé, mais nous avons 6 autres cas qui sont présomptifs. C'est-à-dire, il faut le séquençage pour les confirmer. Donc, 7 probablement liés au variant Delta. Et combien de temps ça prendra avant qu'on ait les confirmations pour savoir s'il y a véritablement eu 1 ou 7 cas dans la région? Ça peut varier parce que les 6 autres cas ne sont pas arrivés en même temps. Donc, le délai pour chacun va varier selon le délai pour le laboratoire. Mais en général, ça prend autour de 2 semaines pour les avoir. Donc, d'ici quelques jours, il se peut que vous allez commencer à voir, si ces cas sont confirmés, vous allez commencer à l'avoir sur le site de l'INSPQ. Sinon, la semaine prochaine, nous allons vous donner une mise à jour de nos données. Merci. Monsieur Munter. Oui, donc en fait, au début de cette campagne de vaccination, on parlait de protéger les personnes âgées, les gens à risque. On arrive vers la fin ou presque de cette campagne de vaccination et là, on dit vouloir protéger les plus jeunes. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a des tendances qu'on regarde pour dire que, bon, ces jeunes-là sont plus à risque? Oui, bon, ne sont pas vaccinés, mais on se base sur quoi pour continuer d'appliquer autant de mesures, ne pas voir de sortie de crise à court terme et tout ça?
Bonjour, merci beaucoup. Je pourrais vous dire qu'en région, nous avons très peu de personnes âgées plus de 60 ans qui ont eu la COVID dans le dernier temps. Je pourrais vous sortir de chiffres exactement par groupe d'âge, mais on voit clairement que plus que moitié de nos cas sont 40 ans et moins. Et ceux qui sont plus âgés, qui ont eu la COVID, n'étaient pas adéquatement vaccinés. Mais je pourrais vous transmettre un peu plus de données, le chiffre clair, pour vous aider à voir ces informations. Merci. Madame Baudouin-Blais. Oui, ma question, c'est pour Dr Sobanjo. La situation épidémiologique, elle est stable en Abitibi-Témiscamingue. Vous nous avez indiqué la semaine dernière que les personnes qui sont vaccinées, c'est du cas par cas au moment de leur demander de s'isoler ou non. Pour les derniers cas, les contacts de cas qui ont été détectés en Abitibi-Témiscamingue pour la COVID-19, lorsque vous avez demandé à ces personnes-là de s'isoler, de respecter l'isolement, est-ce que vous avez l'impression que c'est encore pris au sérieux, étant donné que la situation est stable? Je vous remercie pour votre question. Je pourrais vous dire que lorsqu'on communique avec des personnes pour lesquelles on donne des consignes d'isolement, majoritairement, les consignes sont respectées parce que nous avons des suivis auprès d'eux et on a même eu des fois des parents qui étaient soucieux pour vouloir bien confirmer qui doit être en isolement dans leur maison et qui n'est pas visé par les consignes. Donc, on a pris le temps de bien clarifier. Il faut se rappeler aussi que les personnes qui ont eu le deux doses, qui sont considérées adéquatement protégées, n'ont pas à s'isoler, sauf si ils sont le seul gardien d'un jeune enfant qui doit être en isolement. Donc, il peut y avoir des différences. Donc, il peut y avoir des raisons pour lesquelles les gens peuvent dire peut-être les gens ne respectent pas les consignes, mais je pourrais vous dire que de notre côté, avec les informations et les contacts qu'on a avec les personnes, on voit que les gens sont très soucieux et respectent majoritairement des consignes. Il y a quelques personnes pour lesquelles on a dû faire d'autres interventions et de suivi plus près, mais en majorité, les membres les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue sont conscients et ils respectent les consignes qu'on leur donne et ils le suivent consciemment. Merci, Madame Mercure. Oui, ma question est pour Madame Châteauvert. En fait, est-ce que vous avez des données sur la vaccination des gens, en fait, du personnel qui travaille dans les écoles primaires et secondaires de la région? Non, malheureusement, on n'a pas ces données-là. Ça prend des précisions. Il aurait fallu que ça soit identifié lors de la vaccination, ce qui n'était pas quelque chose qui était fait, malheureusement. Parfait, merci. Merci. Madame Aline Nesson de Lexis Média. Oui, bonjour. Ma question sera vraiment très générale. On sait que la demande en ce moment, c'est d'atteindre un 75% pour assurer la sécurité du public au niveau du COVID-19. Est-ce qu'avec le variant et avec les rechutes, en fait, dans cette situation, il y a des chances qu'on a jusqu'à exiger un 100% ou chercher à faire en sorte que absolument toute la population soit vaccinée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rechute, en fait? Merci beaucoup pour votre question. C'est une très bonne question. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est que lorsqu'on parlait de 75%, c'était parce qu'on pensait qu'on peut arriver avec une immunité collective. C'est-à-dire, lorsqu'on a assez de monde protégé, on va pouvoir arrêter la transmission complètement autour de notre région. Donc, les personnes vaccinées vont protéger ceux qui sont pas vaccinés contre le virus. Avec l'arrivée du variant Delta et le fait qu'on voit que la capacité de protéger contre une transmission tout court, c'est-à-dire les nombres de personnes qui ont eu les deux doses de vaccin qui attrapent quand même la COVID de variant Delta sont plus élevés qu'on aurait pensé. Ce que ça nous amène, c'est que maintenant, les personnes vaccinées ne peuvent pas vraiment protéger ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est pour ça qu'on demande que tout le monde ait l'opportunité de se faire vacciner. C'est sûr qu'il va toujours avoir un petit nombre de personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, soit à cause de leur âge, des plus jeunes, ou à cause de leurs conditions de santé. Et c'est pour ça qu'actuellement aussi, on garde que certaines mesures
populationnels comme la distanciation, les endroits avec les masques, le fait qu'on va restreindre l'accès à certains endroits où on sait que le risque est plus élevé pour protéger ces personnes-là, parce qu'on sait que pour une raison ou l'autre, ils ne peuvent pas se faire vacciner. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas juste se fier uniquement sur la vaccination. Il va falloir avoir d'autres moyens si on ne veut pas rendre ça obligatoire pour tout le monde. Parce que même si on le rend obligatoire, il va toujours y avoir des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc, on va devoir continuer à garder certaines mesures en plus de la vaccination pour protéger notre population contre une reprise de la transmission soutenue chez nous. Donc, ce n'est pas fini le masque. Madame Mercure. Oh, vous aviez baissé la main, M. Munger. Vous semblez avoir la dernière question du jour. Je veux faire du pouce sur ce que Mme Sobanjo vient de dire. Donc, on parle de « va falloir garder le masque ». Qu'est-ce qu'on a comme prévision en ce moment à la santé publique? Qu'est-ce qu'on a comme portrait d'avenir? Est-ce que le masque va rester à vie? Quel est le portrait qu'on se fait pour le moment sur la situation future? Merci, c'est une très bonne question. Je pense de dire à vie, ça c'est un peu trop loin, mais je pense que c'est un peu difficile de pouvoir dire exactement jusqu'à quand on va garder le masque parce que tous les jours, il y a des nouvelles connaissances qui arrivent et aussi plus que nos taux de vaccination augmentent, on voit aussi, on compare avec d'autres pays. Donc, c'est sûr que pour quelques mois encore, on va avoir à les garder. Mais est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que c'est je ne le sais pas encore. Mais dans le court terme, c'est une bonne chose de garder ces mesures-là jusqu'à temps qu'on connaît plus sur l'impact du variant Delta avec le taux de couverture vaccinale et tout ce qu'on a en place. Donc, il faut qu'on passe au travers de l'automne et voir qu'est-ce que ça nous apprend de plus. Alors, merci. Ça complète le point de presse du jour. Merci une fois de plus à nos porte-paroles. Merci aux représentants des médias et à la population. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Alors, vous le voyez, on en a encore pour quelques mois selon la santé publique, au minimum dans cette situation de la COVID-19. Là-dessus, mesdames, messieurs, on se retrouvera probablement la semaine prochaine avec un autre point de presse. On aura probablement plus de détails sur ce passeport vaccinal qui sera mis en place très bientôt. Là-dessus, mesdames, messieurs, mon nom est François Munger. Je vous souhaite une excellente fin de journée.